Alors, la question de la divination, elle se pose très très souvent en rapport avec le chamanisme parce qu'il a été appelé devin guérisseur pendant très longtemps dans les littératures, que tous les chamans font un peu de divination, ils ne sont pas les seuls, que c'est quelque chose qui continue et qui se rencontre dans nos sociétés aussi. En fait, on appelle ça, même si on appelle ça autrement, voyance, etc. Alors, ça entraîne deux ordres de réflexion. D'une part, des réflexions sur le terme de deviner. Plus je l'emploie, plus je trouve qu'il est mal approprié, parce qu'il n'y a jamais de vérité prédéfinie à révéler, pour la raison qu'on les construit pendant le temps de la divination, et qu'elles ne visent pas vraiment à savoir. Disons, pardon, je dis tout le temps, disons, c'est une façon de parler, mais c'est convenu, donc c'est un terme commode à utiliser, mais il ne s'agit pas vraiment de ça. Si on voulait vraiment savoir ce qui se passera, c'est pas comme ça qu'on procéderait. Ce qu'il faut voir, c'est que et l'autre type de réflexion, deviner, oui, c'est un terme que j'utilise comme tout le monde, qui est très commode parce que tout le monde le comprend, deviner, divination, mais qui ne me satisfait pas beaucoup. Il est évidemment très lié, très fréquent dans tous les travaux sur le chamanisme, parce que le chaman doit toujours définir finalement ce sur quoi il va agir, et que on appelle divination son diagnostic finalement, mais son diagnostic, on sait à quel point souvent il est construit ou aléatoire, ou bien il est déterminé par le contexte. Et est-ce qu'il y a véritablement une vérité à savoir? Est-ce que quand il s'agit d'esprit, identifier tel esprit comme responsable plutôt que tel autre comme responsable, ce n'est pas complètement gratuit? Les bourriates disent qu'autrefois les chamans avaient des esprits espions qui allaient savoir de quoi souffrait la personne en question pour avoir quelque chose qui emporte la conviction des gens à dire, etc. Je trouve que ce n'est pas très convaincant, et surtout je m'interroge sur la notion de vérité. Je n'ai pas rencontré de notion véritable de vérité, si on peut dire les choses comme ça. Il n'y a pas de vérité religieuse, par exemple, pour eux, comme il y en a dans la religion chrétienne. Il n'y a pas de notion de vérité absolue, ni même comme il y en a dans la science. Et encore, la science serait plus prudente puisqu'elle dit qu'une théorie n'est vraie que tant qu'on n'a pas démontré qu'elle était fausse. Donc, c'est véritablement très très relatif, la notion de vérité. Et quand quand on demande est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bien comme ça, ils disent est-ce que ça marche ou non. Ce qui compte, c'est que ça marche. C'est ça la chose importante. Alors, la divination, donc, ne consiste pas vraiment à deviner, c'est-à-dire découvrir des choses cachées, mais elle consiste à faire en sorte qu'on puisse agir sur ce qui s'est passé ou ce qui va se passer de façon positive. On en revient toujours à cette idée que le chamanisme veut faire des choses qui soient positives. Et c'est pour ça que sa divination est toujours orientée vers quelque chose qui va permettre d'être optimiste et d'aller dans une direction quelconque. Alors,
Oui, et il y a un autre corps de réflexion il y a celui-là, d'une part, le rapport avec la notion de vérité et l'idée qu'il faut que ça marche, et l'autre, c'est en rapport avec la notion de vision et de visibilité, de voyance. Bon, j'y reviendrai après. Là, je voudrais voir d'abord un petit peu creuser cette notion de faire en sorte, non pas de plier l'avenir à sa volonté, mais de faire en sorte que ça soit, qu'on puisse y faire face, quoi que ce soit. Alors, on voit, par exemple, la divination chamanique la plus élémentaire consiste, et elle est répandue dans toute l'Asie. J'ai là derrière des choses qui sont tout à fait proches, qui sont chinoises, je vous les montrerai après. Ça consiste à jeter un objet dissymétrique sur le sol, avec un côté convexe et un côté concave, et à voir de quel côté ça retombe. Si ça retombe vers le haut, c'est bon signe. Si ça retombe vers le bas, c'est que ça se vide. Parce que si ça retombe vers le haut, ça veut dire que c'est prêt à recevoir quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on attend. Et si ça retombe vers le bas, c'est mauvais. Alors, ce qui m'a interloqué dans cette histoire, et c'est pour ça que j'en suis venu à dire il ne s'agit pas de savoir si c'est oui ou non, c'est qu'on recommence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne réponse. Si on cherchait quelque chose, si c'était par oui ou par non, on se contenterait d'une fois. Or non, on recommence au moins 3 fois, et sinon, jusqu'à ce que ça retombe du bon côté. Si on recommence 3 fois, on reprendra le rituel un peu plus tard pour voir, et on recommencera aussi. Ce qu'il faut, c'est que ça retombe du bon côté. Et qui est-ce qui dit que ça retombe du bon côté? Ce n'est pas le chaman lui-même, parce qu'il a les yeux bandés, il ne voit rien, mais c'est l'assistance qui doit le dire. Autrement dit, c'est l'assistance qui prend en charge le résultat. Et elle dit, c'est du bon côté. Alors, très souvent, on ne sait absolument pas de quoi c'est l'annonce, mais il faut que ça soit la personne pour qui on a fait ça, qui se détermine à ce moment-là. C'est bon signe pour moi d'avoir ça, donc il faut que je fasse une action qui soit bonne pour moi, et ça veut dire simplement que j'ai de bonnes chances de la réussir. Autrement dit, c'est quelque chose qui, comme le rituel chamanique, vise à créer de l'optimisme, à se dire j'ai fait tout ce qu'il fallait pour ça, et à créer un volontarisme optimiste. Je reviens souvent là-dessus, et même j'utilise aussi une phrase qu'avait utilisée Céline Petit dans sa thèse, qui était l'anticipation positive que crée le jeu. Et c'est très juste ce qu'elle a dit. Ça permet d'anticiper positivement l'avenir si on essaye de faire une divination sur ce qui va se passer dans l'avenir. Pour savoir, pour un diagnostic par exemple, moi je me souviens d'une personne qui avait été malade, une bourriate qui avait été malade dans sa jeunesse, et elle avait dû faire appel, on avait dans sa famille fait appel à un chaman. Et le chaman avait dit simplement oh ben, ce qui ne va pas, c'est ce morceau de fer qui est devant votre isba, devant votre maison, c'est lui qui la trouble. Et bon, il n'y avait aucune raison de dire ça, et ce morceau de fer, il était là simplement. Comme ça, on a enlevé ce morceau de fer et la fille s'est sentie mieux, s'était sentie mieux. En fait, si on analyse les ressorts psychologiques de la chose, ça avait motivé toute sa famille à s'intéresser à elle, à s'occuper d'elle, et on avait fait la chose qui était attendue après. Et le chaman avait servi à ça. Et ça, c'était extrêmement positif. Et les chamans ont toujours servi à ça, à anticiper, à permettre d'anticiper positivement et de régler un certain nombre de problèmes donc, avec cette question de divination. Au XIXe siècle, ils avaient instauré justement avec les âmes des femmes mortes, parce que malheureuses, quelque chose de tout à fait extraordinaire. En faisant de la divination pour savoir ce que voulaient ces femmes, eh bien, ils disaient toujours « Ah, mais elle veut un beau col de fourrure » ou « Elle veut 3 verres de vodka » ou des choses comme ça.
Et c'est ainsi qu'ils ont non seulement résolu des tas de problèmes individuels, mais ils ont fini par créer une espèce de mouvement dont je dirais que c'était presque un mouvement de libération des femmes, mais dans l'au-delà, donc trop tard pour qu'elles puissent en profiter, mais en tant que mortes, tout d'un coup, elles devenaient des individus, elles étaient libres, on parlait d'elles et on faisait attention à elles. Donc ces femmes étaient libérées. Donc d'une certaine manière, imputer un mal à une femme malheureuse était une façon d'anticiper pour elle une vie individuelle. Pour la première fois de sa vie, elle était appelée par son nom, elle était choyée, on lui faisait des petites poupées, on lui donnait de la vodka à boire dans sa petite poupée, dans la bouche de sa poupée. Et ça préparait aussi, moi je suis sûre que ça a dû jouer un rôle, ça a préparé d'une certaine façon des formes d'émancipation individuelle, et comme les femmes comptaient pour rien du tout, c'était normal que ça commence par les femmes. Oui, sauf des individus morts accidentellement, comme par exemple les communards français qui étaient supposés s'être noyés dans le lac Baïkal. Les communards français, personne n'en voulait, on les avait fusillés et leurs âmes errantes, personne ne s'en occupait. Donc, elles s'étaient noyées dans le Baïkal, les pêcheurs faisaient de la divination pour savoir s'ils n'avaient pas de poisson, par exemple. Ah, c'est qu'il y a un communard à qui on n'a pas donné assez à manger depuis longtemps, donc on lui redonnait, et puis on avait de nouveau du poisson. Et ça fonctionnait comment, ça finalement, en donnant une visibilité à ces individus. Et donc, ces formes de divination ne cherchent pas à avoir une vérité, mais à produire des actions. Et des actions qui c'est pas concerté ce bénéfice. Je pense que ce n'est pas du tout conscient, ça s'est fait comme ça. Mais ça doit aider, donner le coup de pouce au moment qu'il fallait pour régler à la fois des problèmes individuels et collectifs. Et alors, l'autre type de réflexion qu'on peut faire à propos de la divination, parce que là, alors du coup, je ne sais plus comment l'employer, mais si vous voulez, c'est un truc psychologique, hein, comme nous, quand on touche une table, en disant « je touche du bois et ça va aller mieux », quoi. Hein, ou quand on se donne du courage pour aller passer un examen, ou des choses de ce type. Et avec cette lunette-là, faire en sorte que ça se passe bien, on n'explique pas seulement la divination, mais aussi beaucoup d'autres rituels chamaniques qui sont faits pour que ça se passe bien, mais la divination en est toujours une composante absolument indispensable. Alors ceci dit, moi je garde ce terme en ce moment parce que j'en ai pas d'autres, mais à condition d'expliquer ce que ça recouvre et de dire aussi que si on en trouve un meilleur, ça sera bien, quoi. Mais que l'effet de la divination n'est pas de savoir, enfin le but n'est pas de savoir, parce qu'il n'y a pas de vérité extérieure. On voit, c'est le cas, oui, c'est le cas un peu partout. Les prophètes de la Grèce antique, ou les oracles, ou des choses comme ça, disaient des choses, annonçaient des choses, mais quand on analyse, on voit très bien que c'est ce qui a arrangé tel ou tel personnage de l'histoire. Donc, c'était un moyen de justifier par avance ces choses-là. On voit aussi dans l'histoire mongole, on dit souvent que Gengis Khan s'était fait aider par un chaman. Non, c'est pas le cas. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ceci dit, il y avait un chaman qui faisait de la divination, et il y a eu beaucoup de devins qui ont toujours accompagné, ou de devins ou de voyants qui ont accompagné les chefs partout. On sait que même Antoine Pinet, le monsieur du franc, oui, avait sa voyante.
Pompidou avait sa voyante, etc. Ronald Reagan et compagnie, Léonid Brejnev, enfin ils y ont tous passé, et Mitterrand également, non oui. Bon, alors, et pourquoi c'est important? Alors ça m'amène à l'autre type de considération que je voulais faire à propos de la voyance, de la divination, c'est toutes ces choses où il s'agit de voir au-delà des apparences. Enfin, c'est tout ce qui est lié à la vision. Alors, mais ce que je veux dire, ça se rapporte aussi à la vision et à la croyance. Bon, parce que on dit toujours que voir, c'est croire. Et il y avait saint Thomas qui a voulu voir, et le Christ lui aurait dit « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Donc, est-ce que ça va ensemble, ou est-ce qu'on peut croire sans voir enfin, quels sont les rapports entre les deux? Alors, c'est une question qu'a beaucoup étudiée Nathalie Lucas, avec qui j'ai pas mal travaillé aussi. Et ce qui m'a semblé, moi, en regardant tous ces termes de devin, voyant, clairvoyant, etc., et le chaman aussi, dans le temps, les prophètes, tous ceux qui disent quelque chose sur l'avenir, même si ce n'est pas, il ne s'appelle pas forcément devin, mais toute cette série de termes qui en est très proche. Alors ce n'est pas forcément l'avenir, mais ça peut être des choses qui ne sont pas apparentes. Eh bien finalement, ils ne voyaient jamais, ce n'était jamais véritablement la vision qui était en jeu, mais toujours une espèce de ce que j'ai appelé le manque à voir, toujours quelque chose qui manquait dans la vision. On voit par exemple, Fred Adler a peut-être parlé du bâton de l'aveugle, son bouquin sur le bâton de l'aveugle, avec Andras Zempliny. Là, on a des devins qui construisent des petits tas comme ça. Mais, et alors, c'est répéter un ordre établi, etc. Mais si ça ne convient pas au type, ils disent ça aussi, ils changent et ils vont en voir un autre. Bon, il y a que... je me souviens d'une fille qui venait suivre mon séminaire à l'EPHE sur le chamanisme, et elle suivait un néo-chaman dans les environs de Paris, un chaman de la rue de Tolbiac. Bon. Et qui avait emmené tout son petit monde, moyennant finance bien sûr, dans le bois de Vincennes, je crois. Et il leur a dit, c'est la nuit, bien sûr, vous allez voir une petite lumière. Bon. Alors, une petite lumière blanche. Il y en a un qui voit, ah, je l'ai vu, et puis un autre, etc. Et au bout d'un moment, cette fille, ils étaient une douzaine, elle s'est retrouvée la seule à ne pas avoir vu. Alors elle dit, je me sentais toute bête, et j'ai fini par dire que je l'avais vue moi aussi. Et elle était absolument navrée parce qu'elle n'avait rien vu. Elle disait, ça y est, bon, c'est que je ne suis pas chamane, moi je ne l'ai pas vu, etc. C'était la catastrophe. Et en fait, il ne s'agissait pas vraiment de voir, il s'agit de montrer une espèce d'adhésion au gourou, simplement, à celui qui faisait le rituel, parce qu'évidemment personne ne la voyait, et c'était vraiment un croire sans voir. Bon, les voyants, il y a une étude d'un Suisse très intéressante sur les voyants aussi. Ils disent que jamais ils ne disent exactement la chose que le client croit avoir entendue. Ils sont tous à dire. Et les voyants qu'a étudié, les marabouts africains qu'a étudié Liliane Kuzinski, ils sont tous à dire, c'est pas moi qui le dis, c'est le client qui le dit, mais il ne se rend pas compte qu'il a dit. Et moi, je lui ressors au bon moment, simplement. Et le voyant suisse disait qu'il parlait toujours de façon détournée. Il disait des choses qui n'étaient objectivement pas claires pour que le client fasse son travail d'imagination et trouve à quoi ça renvoyait chez lui. C'est la voyante de Pompidou qu'il s'est trouvé que j'ai rencontrée un jour. Alors, oui, elle me disait,
elle ne m'a pas du tout parlé de Pompidou, mais elle m'avait dit qu'elle avait souvent eu des hommes d'affaires et que les hommes d'affaires, ils venaient toujours parce qu'ils avaient un problème à résoudre, est-ce qu'ils allaient vendre leur usine ou au contraire la fusionner avec autre chose, etc. Et donc elle disait, moi, les cartes, le marc de café, la boule de cristal, je m'en fous, n'importe quoi, mais vous mettez quelque chose entre nous, de façon à ce qu'on ne se regarde pas. Et elle disait, je ne veux pas voir mon client dans les yeux et il ne doit pas me voir. Elle critiquait beaucoup les psychanalystes en disant, les psychanalystes, c'est vraiment pas juste, ils mettent leur patient sur un divan, eux, ils sont derrière, ils voient le patient, mais lui, le patient ne le voit pas. Bon. Donc, elle critiquait beaucoup ça, et en disant, moi, le client, j'attire son attention sur autre chose, c'est le tiers qui devient un médiateur. Et elle disait, en parlant des cartes qui se retournent, elle disait, moi, je trouve que c'est plus commode avec les cartes, ça fait moins de tintouin que le marc de café qu'il faut après que je vide, etc. Bon, elle était très drôle. Et elle disait que l'important, c'était de ne pas se voir et qu'à propos de ce qui était là, le client disait petit à petit ce qui le perturbait, et il finissait par arriver à prendre sa décision lui-même, tout en croyant que c'est la voyante qui lui avait dit. Et donc, c'était véritablement très, très éclairant tout ça, parce qu'on voyait bien que c'est cette petite partie de non-visibilité qui permettait finalement de tous les côtés d'élaborer et de dire quelque chose, de prendre une décision et d'avoir aussi la volonté d'agir selon cette décision. Et quand on voit le chaman qui a les yeux bandés, et ce n'est pas lui qui dit le résultat, on voit que le résultat du bâton, de l'objet, du bol par exemple, ou une cuillère, qui est lancé par terre et qui se retourne, ou qui ne se retourne pas, eh bien, on voit que ça veut dire que c'est l'assistance qui prend en charge l'interprétation du signe. C'est de toute façon un signe, mais c'est à lui ou à elle de le prendre en charge, de l'assumer et de dire « Ah ben voilà, je vais faire ça et ça va marcher ». Donc voilà un peu dans quel sens... c'est finalement, ça revient à quelque chose de très psychologique que j'avais plutôt éliminé dès le départ, mais je pense quand même que c'est comme ça que fonctionne d'une certaine manière la croyance qui est associée à ce genre de pratique, disons l'attitude de croyance qui est associée à ce genre de pratique, qu'elle est beaucoup liée à la volonté finalement d'y parvenir. Hein.